Si comme moi vous passez beaucoup de temps sur votre téléphone, vous avez certainement déjà regardé des TikTok et des réels. Oui, ça me paraît quand même évident. Sauf que moi, avec les vidéos que je tourne en ce moment, j'ai beaucoup de réels et de TikTok qui sont un petit peu inexplicables, un petit peu bizarres. Et aujourd'hui, on va regarder certains ensemble. Comme vous allez voir, principalement les vidéos qu'on va regarder ensemble, c'est sur Instagram, donc c'est des réels. Et vous allez voir qu'il y a forcément toujours des petites ambiances, un petit peu pour accrocher les gens, pour donner cette ambiance un petit peu mystérieuse, qui fait un petit peu conspirationniste aussi. On va regarder certaines vidéos ensemble qu'on va débunker. Sur certaines, il n'y a rien à débunker parce que c'est vraiment inexplicable pour le coup, et sur d'autres où c'est juste des informations complémentaires. Par exemple, j'ai trouvé une vidéo, vous verrez, sur Stone Age qui explique des trucs que je ne savais pas au moment où j'ai tourné la vidéo, donc on est vraiment là pour ça. C'est parti pour la première vidéo. Normal sound? No. 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 Alors je pense qu'on comprend assez facilement ce qui se passe dans le réel. On est donc en Égypte à la pyramide de Shaour in Abu Sir, donc c'est pas loin je pense des pyramides de Gizeh pour le coup. Et en fait ce qui est assez impressionnant c'est, donc voilà, il tape sur différentes pierres et on voit qu'il y a une pierre qui sonne différemment. Alors il y a plein de choses que moi je vois à travers les vidéos, à travers les explications. Vous le savez, les pyramides de Gizeh c'est le plus grand sujet, je pense, des monuments mystérieux qu'on a sur cette planète. Il y a eu beaucoup de vidéos, il y a eu des vidéos qui ont été mises en avant, notamment il y a quelques années par Squeezie d'un reportage qui pour le coup a buzzé mais qui était très spectaculaire et les informations n'étaient pas toutes bonnes et malheureusement ça a fait un bad buzz. Mais quand même aujourd'hui les pyramides de Gizeh restent une structure qui est inexplicable. On verra ça dans une autre vidéo, mais ce qui est très intéressant c'est qu'il y a plusieurs théories et plusieurs explications sur aujourd'hui pourquoi est-ce que ces monuments qui sont un petit peu inexpliqués, ces énormes monuments mégalithiques sont faits d'une certaine type de pierre. C'est qu'apparemment il y aurait des effets acoustiques et vertueux en fonction de des bruits et des sons qui sont émis grâce aux pierres. Et là c'est un exemple que je trouve assez intéressant parce que le mec montre très clairement que les pierres sont juste à côté et très nettement différentes. Après, est-ce que juste celle-là elle est vide et de l'autre côté on le voit pas parce qu'il fait pas vraiment le tour dans la vidéo, on voit pas si la pierre a été évidée de l'intérieur ou quoi. Ça reste toujours un peu tendancieux, mais c'est intéressant de regarder un peu aussi ce que les gens disent dans les commentaires parce que il y a de tout, il y a des commentaires en italien, en anglais, et les gens ils disent voilà, je sens les vibrations à travers mon téléphone dans les commentaires. Il y a un mec qui dit on dirait la musique de Tokyo Drift. Bon bref, mais tout ça pour dire que voilà, c'est intéressant parce que c'est des sites, vous voyez, qui sont à l'abandon total et il y a encore des choses oubliées à ces endroits-là qu'on a visiblement pas explorées parce qu'on dirait que c'est pas un endroit archéologique puisque vraiment le mec rentrerait pas comme ça, je pense du moins, mais voilà, hyper intéressant je trouve. That? Rabbit. Yeah, drop it here. Okay. Okay. Alors sur cette vidéo, j'ai pas vraiment de contexte, je sais pas si on est dans une pyramide, si on est dans un tombeau, où on est, c'est pas vraiment expliqué malheureusement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe. Alors pareil, si vous regardez ce qui se passe sur les réseaux, c'est marrant parce qu'on va vraiment parler de choses qui se passent sur les réseaux. Maître Gims a, il y a pas longtemps, fait un énorme bad buzz en parlant du fait que les pyramides de Gizeh étaient un endroit où les Égyptiens avaient de l'électricité, etc. Et là c'est marrant d'avoir cette vidéo là où on nous montre justement la réaction de la lumière face à justement un mur d'hiéroglyphes. C'est pas facilement explicable non plus, mais il y a quand même des choses assez obvious, c'est que c'est deux types de pierres totalement différentes. Une c'est une pierre un peu plus souple, un peu plus fine, l'autre c'est une pierre beaucoup plus dense. Et en fait quand il passe la lumière dessus, alors ce qui est je trouve un peu inexplicable et bizarre, c'est que la lumière passe littéralement à travers. Donc encore une fois, la pierre doit être assez fine pour que la lumière passe à travers et qu'on voit que ça met en valeur les hiéroglyphes avec la lumière à travers. Et le deuxième moment où il passe sur les hiéroglyphes et que la lumière rentre dans les hiéroglyphes, alors ça c'est normal parce que la lumière doit toujours trouver un chemin pour sortir. C'est-à-dire que à part si vous avez une lampe torche et que vous faites ça éteint la lumière évidemment, mais si par exemple vous faites comme ça et que vous mettez la lampe torche, la lumière sort par là, quoi qu'il arrive la lumière trouvera un moyen de sortir, et là je pense que c'est un peu moins impressionnant. Mais sur l'autre il y a quand même un truc, et encore une fois en Égypte il y a des choses encore inexpliquées, et il y en a beaucoup pour le coup. I know that Stonehenge was so close to London. Hello, my friend. There's something very cool regarding the Stonehenge that people often forget about.
And that is that the Stonehenge is not the only mysterious ancient stone circle within the UK. There is quite literally over 1,000 of these similar structures scattered across the UK and even in Ireland. Some are tall, some are small, but all of them are very mysterious. And while the Stonehenge is quite interesting, perhaps it's time we start looking into the other ones. Also, these structures exist around the world. This is one in Pakistan. Alors comme vous voyez, on commence la vidéo avec Monsieur Logan Paul qui dit qu'il ne savait pas que Stonehenge était si proche de Londres. Et on a un gentil monsieur qui s'appelle Asla Pahari qui explique que justement la structure de Stonehenge en Angleterre n'est pas la seule et bien au contraire, il y a environ 1000 structures similaires ou du moins en cercle tout à travers l'Angleterre. Et ce que je trouve assez impressionnant, c'est qu'il dit qu'il y en a des grandes, il y en a des petites, mais elles sont toutes très mystérieuses et que Stonehenge est la plus connue. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est la plus connue. Et il y en a même d'autres, par exemple au Pakistan. Et en fait, c'est assez impressionnant comme on a des informations de plein de trucs. Genre moi, quand je me suis renseigné sur Stonehenge, j'ai trouvé plein de choses. Il y a plein de documentaires archéologiques, il y a plein d'écrits dans la vidéo que vous avez vue. Si vous l'avez pas encore vue d'ailleurs, elle est dispo ici. Je sais jamais où s'affiche le i, là ou là, je sais pas, un des deux côtés. Il y a des documents archéologiques qui sont disponibles, qui détaillent chaque pierre, qui détaillent le travail qui a été fait. Mais effectivement, des fois, on a des structures qui sont similaires, desquelles on a absolument aucune information. Comme là, on en connaît très peu. Il y en a une autre qui est effectivement juste à côté de Stonehenge. Il y a un village juste à côté où il y a pareil un énorme cercle autour, similaire à celui de Stonehenge. Et ce genre de cercle, ou du moins de structure incorporée dans le sol, il y en a à plusieurs endroits sur la Terre. Et un endroit qui est un petit peu connu maintenant, c'est en Amazonie, parce que grâce à la déforestation, on a retrouvé ce même type de géoglyphes, ça s'appelle des géoglyphes, des structures géométriques gigantesques. Et bah ça ressemble un petit peu à ce qu'on a à Stonehenge. Donc il y a plein d'informations qui sont à la fois très vraies, très documentées, et plein de trucs où on ne sait absolument rien. Et bah merci à ce Aslan d'avoir complété un petit peu les informations de ma vidéo sur Stonehenge. 3,000-year-old water control technology. Located at an Inca site in Ollantaytambo, Peru. Research shows that the rate of flow is slowed down by up to 70%. But research is now blocked at this site, and this video is a violation of World Site Rules. Ah, je vous l'avais dit, hein, il y a certains réels, là on est dans le cliché, la musique, l'œil en haut, enfin c'est vraiment le truc conspirationniste de base, en mode oulala, oh ça vient des extraterrestres. Non. Par contre, la vidéo est hyper intéressante et c'est pour ça que je l'ai gardée, parce que donc du coup on est à un site Inca au Pérou qui s'appelle Ollantaytambo, j'espère que je le dis juste. Je n'ai pas été le voir la fois où j'ai été au Pérou, mais en tout cas, il montre que en passant le doigt à un endroit spécifique sur la pierre, ça réduit le flow, donc le fait que l'eau coule de 70%, et que quand on refait la même chose au bord, ça remet le même flux qu'avant. Là, pour le coup, c'est assez ouf. Moi, j'avais vu quelque chose d'à peu près, pas vraiment similaire, mais du moins en rapport comme ça avec l'eau, c'était au Machu Picchu, où il y avait littéralement des digues et des endroits qui étaient faits pour amener l'eau aux cultures. Et c'est assez impressionnant parce que, bah, encore une fois, on a affaire à un site Inca au Pérou, il y en a énormément, et je sais que je vais bientôt faire une vidéo sur ça parce que c'est absolument dingue, il y a des sites de fous au Pérou qu'on va étudier et regarder ensemble, peut-être même retourner là-bas. Et là, c'est assez dingue de se dire comment est-ce que techniquement ça a été fait, parce que bah c'est littéralement pouvoir gérer un flux d'eau. Encore une fois, c'est des sites qui sont anciens, où il n'y avait pas des technologies, même aujourd'hui, bah aujourd'hui on fait ça, état de l'eau. Donc bon, on n'est pas habitué à ce genre de technique, mais ça reste quand même une vidéo intéressante. Évidemment, n'hésitez pas à partager la vidéo et à commenter dans l'espace commentaire, c'est totalement fait pour ça, sur vos avis, si vous avez déjà vu des trucs et tout. Et surtout, si vous avez des propositions de réels un peu bizarres comme moi, on fait partie de la même team. Cette roche est parfaitement coupée en deux et personne ne sait pourquoi. Découverte en 1883 au cœur du désert d'Arabie Saoudite, Al-Nasla fascine par sa découpe d'une précision incroyable, comme si un laser moderne avait fendu la pierre en deux. Les deux moitiés, en équilibre parfait sur leur piédestal naturel, semblent défier les lois de la gravité. Érosion, mouvement tectonique, toutes les hypothèses sont possibles, mais nul ne connaît pour le moment la véritable origine de cette merveille géologique. Alors, quelle est ton hypothèse? Dis-nous en commentaire. Alors cette pierre, c'est un truc que je trouve absolument fascinant. Évidemment, elle a 1 million de théories autour de ça. Une découpe laser, l'aide des extraterrestres qui avec une soucoupe volante a découpé la pierre en deux. Mais alors pour le coup, je ne connais pas du tout les réelles explications archéologiques de cette pierre-là parce que je m'y suis pas encore intéressé. Je sais qu'elle existe, j'avais déjà vu plusieurs choses là-dessus. Et pareil, j'espère un jour pouvoir aller voir ça de mes propres yeux parce qu'il y a plusieurs choses à voir en Arabie Saoudite, notamment dans le désert. Et là, c'est assez choquant parce que la pierre est littéralement... Donc il y a deux pierres qui sont en équilibre sur un socle. La pierre est fendue en deux parfaitement au milieu, littéralement, comme c'est dit dans la vidéo, on dirait que c'est fait au laser. Mais du moins, encore une fois,
vraiment, qui a fait ça? Parce que si nous, à notre époque, allez, cette centaine de dernières années, même si je pense qu'il y a 100 ans, on pouvait pas faire ça, pourquoi on aurait fait ça? Quel est l'intérêt de couper une pierre en plein milieu du désert en deux? Donc c'est là encore une fois où tout le mystère est hyper intéressant, parce que je me pencherai un petit peu sur cette chose-là, parce que je pense très certainement faire une vidéo sur quelques sujets comme ça, parce que là, comme vous le voyez, les vidéos qu'on fait, c'est sur des gros sujets, que ce soit au Mexique, sur la Chichen Itza, Stonehenge. Il y aura certainement un truc qu'on fera, c'est faire plusieurs petits endroits en vidéo, et ça notamment, ça en est un. Je trouve cet endroit fascinant, et j'ai vraiment envie d'en savoir plus, mais en tout cas, merci à Média Expérience d'avoir partagé cette vidéo, parce que le compte est très cool, et c'est hyper intéressant d'avoir des médias français qui partagent ce genre d'infos. All right, we got just a little corner that's not quite square, but it tucks into each. It makes it just a little bit more complicated. But then when you go all the way around, this is all one block. You get to the other side, and the same details featured right here. So the whole block was built to be. John, what do you got? So just leveling up these stones to see how perfectly cut these were, designed, and pretty spot on. Doesn't get any more level than that. Level and precise. And precise. Alors pour le coup, j'adore cette vidéo parce que j'ai déjà été au Pérou et j'ai déjà pu voir ces pierres à Cusco. Alors il y en a à Cusco, il y en a au Machu Picchu, il y en a un petit peu à plusieurs endroits dans le Pérou. Et en fait, ce sont des pierres qui sont parfaitement taillées de façon symétrique, qui sont parfaitement alignées à niveau. Les pierres ont des formes qui sont inexplicables, avec des bouts de rocher qui sortent, avec justement, vous avez vu cette micro-encoche qui est du coup en symétrie de l'autre côté, alors que c'est un seul bloc. Pourquoi se donner autant de mal pour faire un bloc comme ça? Pourquoi est-ce que ça a été fait? Pourquoi cette minuscule encoche? Et je trouve ça fascinant parce que pour avoir vu ces pierres de mes propres yeux, c'est vraiment un truc de fou. Quand vous les voyez, vous dites mais pourquoi avoir fait ça? Pourquoi? Il n'y a pas d'explication. Aujourd'hui, on sait juste que c'est une des techniques qui apparemment permettait aux pierres et aux structures de résister au séisme. Mais moi, je trouve ça dingue parce que quand on prend le temps de faire une structure, on prend des briques, on met du ciment, on colle, on ferme, on met un mur de chaque côté et fin de l'histoire. À l'époque, ils faisaient ça sans mortier. C'est pour ça qu'on appelle ça des structures mégalithiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attache entre les pierres. Et cette technique-là de découpe parfaite pour emboîter les pierres, ça me fascine. Je trouve ça incroyable. Il y en a à plusieurs sites autour du monde, que ce soit à l'île de Pâques, que ce soit au Pérou, que ce soit en Égypte. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je suis encore une fois dans la recherche de toutes ces informations-là pour justement ces vidéos. Mais on va regarder la vidéo d'après qui peut donner quelques explications justement sur ces pierres. Mais ça reste quand même bizarre. Alors, comme vous le voyez, dans la découpe des pierres, c'est assez intéressant parce que là, c'est marqué que les pierres font 25 tonnes. Donc, ils ont trouvé un moyen de faire de la découpe pour déplacer ces pierres facilement avec une seule personne. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, ça ressemble beaucoup aux structures qu'on voit à travers le monde qui sont ces structures comme ça. La vidéo est intéressante. Maintenant, quand on lit les commentaires, bon, évidemment, il y a des commentaires qui sont très drôles. Ils disent « Il a fallu faire MIT pour comprendre qu'un objet rond roule ». Bon. C'est pas très faux en vrai, mais il y en a d'autres qui disent les pierres ne font jamais 25 tonnes, c'est du mensonge. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça donne une bribe d'explication et réellement de fait de comment est-ce que ces pierres et pourquoi est-ce qu'elles ont été faites comme ça. Alors maintenant, quand on regarde les structures, elles sont pas toutes parfaitement rondes en bas pour pouvoir être roulées. Et si on les transporte sur une longue distance, comme la plupart du temps, c'est à travers les vidéos qu'on a vues ensemble, c'est des fois des dizaines, des centaines de kilomètres. Là, les mecs, ils font 1 mètre avec la pierre, hein, donc forcément, et ils roulent qu'un bout, hein, donc forcément, ça marche. Mais ça donne une bribe d'explication, ça montre un petit peu comment est-ce que ces choses-là étaient faites, et je trouve ça intéressant que les MIT se penchent sur ces sujets-là et puissent donner un peu d'explication à ces pierres inexpliquées. Ça ne fait vraiment aucun sens. Au Liban, sous les anciennes ruines du temple de Jupiter construit par l'Empire romain, se trouve une gigantesque plateforme mégalithique qui daterait d'environ 8000 ans avant Jésus-Christ.
Mais personne ne sait aujourd'hui qu'est-ce qu'elle fait là. Cette dernière est composée de 3 pierres massives, appelées les trilithons, tout aussi parfaites les unes que les autres, mesurant 1,5 m de long, 1,5 m de large et 1,5 m d'épaisseur, et pesant chacune 800 tonnes, soit le poids que seules 5 des plus puissantes grues de notre planète pourraient aujourd'hui soulever. Pourtant, les réels bâtisseurs de cette plateforme ont réussi à soulever chaque monolithe à 6 mètres au-dessus du sol et à les placer parfaitement côte à côte, de sorte qu'aucune des plus fines lames puisse s'intercaler entre eux. Et ils auraient fait cela il y a plus de 10 000 ans, ce qui, selon la chronologie acceptée de l'avancement technologique de l'humanité, ne serait tout simplement pas possible. Ne vois-tu pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la chronologie que l'on se fait de notre histoire? Alors, ce compte, les chercheurs FR, je tombe énormément dessus parce qu'ils font beaucoup de vidéos sur justement tous les trucs inexpliqués. À la fois, les informations sont intéressantes. J'aime pas trop cette tournure de « il faut absolument qu'on ouvre les yeux », ça fait pour le coup assez conspirationniste. Mais les informations apportées sont très intéressantes. Et encore une fois, comme je le dis dans la plupart des vidéos, à chaque fois que c'est des trucs inexpliqués, c'est des de gros cailloux. À chaque fois. Et là, une dalle de 800 tonnes levée à 6 mètres du sol, comme c'est dit dans la vidéo, il n'y a que 5 machines qui sont aujourd'hui capables de faire ça. Pour le coup, je suis d'accord avec une chose dans leur vidéo, c'est que évidemment, c'est inexpliqué. Et il y a un truc qui revient souvent, c'est est-ce qu'on n'a pas fait une erreur dans notre civilisation sur la chronologie des choses et sur ce qui peut être expliqué? Parce que si cette pierre a été effectivement érigée il y a 10 000 ans, comment est-ce que techniquement c'était possible? 800 tonnes, je veux dire, même si on met tous les efforts du monde, on peut mettre 1 million de personnes à lever une pierre de 800 tonnes à 6 mètres, c'est, je pense, littéralement impossible. Donc c'est assez intéressant parce que du coup, on se concentre beaucoup sur le temple de Jupiter qui est magnifique, mais il y en a qui du coup se sont penchés sur effectivement pourquoi il y a une putain de grosse pierre en dessous comme ça, et c'est marrant parce que la pierre normalement est alignée parfaitement, est à niveau, et on a la même chose en dessous des pyramides de Gizeh. Il y a en fait un socle en dessous, je ne l'ai pas encore vu en vrai, mais à travers les vidéos que je vois, j'en trouve des infos. Il y a un socle parfaitement à niveau sur lequel les pyramides de Gizeh ont été construites. Donc c'est assez dingue, mais encore une fois, je trouve ça passionnant d'avoir des réponses à chercher à travers la planète. Au début, ils ne pensaient pas qu'ils étaient aussi précis, mais lorsque cette équipe de chercheurs a soumis ces vases à une batterie de tests, ils ont eu froid dans le dos. Dans les mastabas de Saqqara, des archéologues ont découvert plusieurs vases à col étroit. Ces vases sont en diorite et en granit, des types de matériaux faisant partie des plus durs de toute notre planète. Elles sont constituées d'un long col fin et élégant qui prolonge un ventre renflé. Ces vases ont tellement été évidés d'une manière inconnue que la lumière traverse le granit qui est pourtant une roche très dense, provoquant un effet visuel d'une beauté inouïe. La question est donc de savoir qui aurait pu réussir à travailler de la pierre d'une manière aussi ahurissante. Les mastabas de Saqqara sont parmi les plus anciennes ruines de toute l'Égypte. Les chercheurs s'accordent pour dire que ces vestiges ont plus de 4000, voire 5000 ans. Et voulez-vous savoir ce qui est complètement fou? C'est qu'à ce jour, aucune technique connue ne permettrait de reproduire ces vases. Lorsqu'ils ont analysé ces derniers avec les outils technologiques les plus sophistiqués dont nous disposons, ils étaient choqués de voir à quel point les vases furent conçus d'une manière extrêmement précise, laissant entrevoir une technologie inconnue. Mais quelle était cette technologie? Comment les sculpteurs ont-ils réussi à travailler du granit dur de cette manière, alors que nous-mêmes n'avons aucunement la capacité de le faire? De qui ces vases proviennent-ils réellement? Alors j'ai choisi cette vidéo qui est très intéressante parce que pour une fois, on a des informations et on voit des spécialistes et des archéologues travailler justement sur ces trouvailles et ces vases. Comme vous le savez, il y a eu des milliers d'artefacts qui ont été trouvés justement en Égypte, et on a d'ailleurs parlé du disque de Sabou il n'y a pas si longtemps. Mais là, je trouve ça impressionnant parce que cette collection de vases, notamment, il y en a certains qu'on peut voir, si je dis pas de bêtises, au musée du Louvre, et c'est vrai que c'est impressionnant la dextérité avec laquelle ils ont réalisé ces vases dans des pierres qui sont tellement compliquées à travailler. On n'est pas sur de la pierre ponce, hein, on est clairement sur du granit. Ce qui est fou, c'est que là, pour le coup, on voit des vrais spécialistes se dire on ne comprend pas comment c'est fait et on ne sait pas quelle technologie peut permettre ça. Comme vous avez vu avec la lumière qui passe à travers le granit, quand il le fait tourner, elle est parfaitement équilibrée. Enfin, ça reste quand même un truc assez dingue. Et si, encore une fois, ça a été trouvé il y a 5000 ans en arrière, il y a 5000 ans, on n'avait même pas une bribe de technologie existante. Et c'est là où, encore une fois, il y a cet enjeu qui rentre de est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur justement la chronologie et sur les vrais savoirs qu'on avait à cette époque-là. Et je trouve que ces vases sont un parfait exemple pour montrer que on a peut-être loupé quelque chose.
ไม่มีอะไรเลย ใส่อย่างเงี้ยเหรอแค่นี้เหรอผมใส่ถ้าผมใส่แล้วมันจะเป็นไหม พี่ดันเสาอ่ะ เสาล่วงเหมือนเดิม เอ้ย นี่มาสักจันพี่หนุ่ยทำได้ยังไง Et je pense qu'on va terminer sur la vidéo la plus bizarre de cette vidéo du coup. C'est un temple en Thaïlande, à Bangkok, qui visiblement quand on colle un objet, là en l'occurrence une cuillère, et ben ça bouge tout seul. Là je vous avoue que j'ai pas d'analyse possible. En plus il le fait 2 fois d'affilée, les 2 fois ça marche. Je sais pas. Je comprends pas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. C'était Anil et à très vite pour une nouvelle aventure.